Bonjour à tous, nous revoilà repartis pour ce deuxième épisode de ce cours de sismologie et de sismique, et cette fois nous allons parler des ondes sismiques. Nous avons vu la dernière fois qu'un séisme c'est une libération brutale et soudaine d'une énergie accumulée dans les roches sous forme d'énergie de déformation élastique. C'est comme un ressort que vous devez tirer et tirer jusqu'à ce que vous en ayez marre de tenir ce ressort. Et vous lâchez. Et là, vous libérez de l'énergie sous différentes formes. Premièrement, vous allez produire de l'énergie cinétique, de l'énergie mécanique. Et une faille, c'est pareil. Car les roches, recoupées par la faille, elles vont se déplacer à une certaine vitesse avec une certaine puissance. Ce déplacement, ça se fait avec de la friction. Cela va donc produire de la chaleur. Cela va broyer les roches au niveau du plan de faille. Et ça va laisser, selon le contexte, plusieurs types de formations, comme les brèches de faille, les cataclésites ou les mylonites. Et surtout, cela va produire des ébranlements qui vont se propager dans toutes les directions. Ce sont les ondes sismiques. Et là, cela devient très intéressant, on va le voir, car ces ondes, elles sont affectées par les milieux qu'elles traversent. Et si on est capable de les capter, de les faire parler, d'interpréter les messages qu'elles véhiculent, eh bien nous serons capables d'obtenir beaucoup d'informations sur la nature et la structure du sous-sol. C'est l'objectif de la sismique. Et c'est très utilisé, aussi bien en bureau d'études, en géotechnique, pour caractériser un terrain avant sa mise en chantier, que pour les bassins sédimentaires, par les ingénieurs en prospection pétrolière, ou bien pour la caractérisation des réservoirs géothermiques, ou bien pour les grandes études sur la lithosphère, le manteau ou le globe de manière plus générale. Alors ces ondes sismiques, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des vibrations, des mouvements vibratoires qui se propagent à travers un milieu matériel. Le dernier mot est important, il faut de la matière. Une onde sismique, elle ne se propagera pas dans le vide, car elle a besoin de la matière pour se propager. On les appelle aussi des ondes élastiques, car elles font appel aux propriétés élastiques des matériaux qu'elles traversent. Imaginez une salle remplie par une foule compacte. Ici, ce sont des Pikachu. Et puis, vous avez un sabelette qui rentre et veut traverser la salle. Il va devoir bousculer les Pikachu sur son passage. Et les Pikachu bousculés vont devoir bousculer leurs voisins. Mais après le passage de Sabelette, les Pikachu reprennent leur place. Et tout redevient comme si rien ne s'était passé. Mais la perturbation que Sabelette a provoquée continue de se propager. La perturbation de Sabelette, elle peut se visualiser sous forme d'une zone circulaire. C'est-à-dire quelque chose qu'on appelle un front d'onde. Et ce front d'onde se propage, mais en s'atténuant très vite ici dans mon exemple. Alors, regardez aussi cette foule lors d'un méga concert. Elle est parcourue par des tas de mouvements un peu désordonnés, mais localisés. C'est le bruit de fond. Ce sont des fronts d'ondes qui se heurtent et qui s'atténuent. Mais de temps en temps, surgit une onde plus forte que les autres. Et là, elle traverse toute la foule et elle se heurte à la scène. Puis elle est réfléchie et elle repart dans l'autre sens sous forme d'une onde circulaire. Et là, on a des mouvements de proche en proche qui se font par bousculade. La vibration se fait dans la même direction que la propagation. Autre type d'onde que l'on va retrouver dans les stades, c'est la vague mexicaine, ou la ola. On se met debout, de proche en proche, et ce sont des mouvements transversaux, et avec une vibration qui va être perpendiculaire à la propagation. Alors pourquoi je vous parle de tout cela dans un cours de sismologie ? Eh bien parce que sous terre, c'est pareil. Les roches sont parcourues en permanence par des tas d'ondes de différentes natures, et cela dans tous les sens. Pour commencer, nous avons les ondes de type P, que l'on appelle des ondes de compression, ou ondes longitudinales, car elles se propagent par bousculade. Dit autrement, l'onde P, c'est une onde qui, à son passage, elle va comprimer la roche, puis elle va la dilater, avant que la roche ne retrouve son état normal. Puis nous avons les ondes de type S, que l'on appelle aussi les ondes de cisaillement, ou ondes transversales, car la vibration est perpendiculaire à la direction de propagation. Et là, on retrouve la fameuse vague mexicaine. Alors, attention pour les ondes S, les ouvrages scolaires ne sont pas toujours très explicites. Une onde S, c'est une vibration transversale, qui se fait dans une direction perpendiculaire à la direction de la propagation. Les ouvrages scolaires représentent toujours cette vibration qui se fait dans un plan vertical. En fait, non. Elle peut se faire dans un plan de n'importe quelle orientation. Cela peut être dans un plan vertical, oui, mais cela peut être aussi dans un plan horizontal, ou n'importe quel plan incliné. Mais dans la nature, nous avons aussi d'autres types d'ondes. Il y a les ondes de surface, c'est-à-dire des ondes qui ne se propagent qu'à l'interface entre deux milieux, comme la surface d'un lac. En premier lieu, nous avons les ondes de Love. Ce sont des ondes cisaillantes. La vibration est dans le sens de la surface. C'est comme un serpent qui se déplace par ondulation sur le sol. Puis nous avons les ondes de Rayleigh. Et les ondes de Rayleigh, ce sont des ondes comme les vagues. Alors, attention, l'analogie peut être trompeuse. Les ondes de Rayleigh, elles ne se propagent qu'à la surface d'un solide. Le mécanisme est un peu difficile à représenter, mais la vibration est créée par une alternance de dilatation et de rétraction au niveau de la surface. Je pince et je dilate, je pince et je dilate.
etc. Et si j'essaye de suivre le mouvement d'une particule, celle-ci va suivre un trajet de forme elliptique dans un plan vertical, c'est-à-dire un mouvement que l'on qualifie de rétrograde, car cette petite particule est entraînée vers l'arrière au niveau de la surface, c'est-à-dire dans une direction contraire à la direction de la propagation de l'onde. Par opposition aux ondes de Love et de Rayleigh, qui sont des ondes de surface, les ondes P et S sont des ondes de volume, car leur propagation implique la déformation d'un petit volume de matière. Alors pourquoi ces noms d'ondes P et d'ondes S? Eh bien, regardons un enregistrement d'ondes sismiques générées par un séisme. Les ondes P, elles arrivent en premier, car elles sont plus rapides. En moyenne, elles ont une vitesse de 6 km par seconde. Les ondes S, elles viennent après. Elles sont plus lentes. En moyenne, elles ont une vitesse de 3 km par seconde. C'est près de la moitié de la vitesse des ondes P. Ainsi, les ondes P, on va les appeler aussi les ondes primaires. Les ondes S, on va les appeler les ondes secondaires. Une vitesse de 6 km par seconde, cela représente quoi comme vitesse en km par heure? Eh bien, vous multipliez 6 par 3600, le nombre de secondes en une heure, et nous obtenons 21 600 km par heure, presque 22 000 km par heure. Ce qui est beaucoup lorsque l'on compare cela à la vitesse du son dans l'air, qui est de 340 mètres par seconde, mais très peu par rapport à la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde. Ainsi, si vous avez un séisme qui s'est produit dans le patelin du coin à quelques kilomètres de chez vous, eh bien les ondes, elles parviendront chez vous en quelques secondes ou moins. Si par contre, vous avez affaire à un séisme à l'autre bout du monde, là, c'est différent. C'est ce qu'on appelle un téléséisme. Télé, cela veut dire loin. Un téléséisme, c'est donc un séisme avec une distance focale d'au moins 3000 km par rapport à vous. Et là, les ondes, elles vont mettre typiquement plusieurs minutes pour venir jusqu'à vous. À titre d'exemple, je vais juste utiliser un séisme qui s'est produit le 22 février 2019 en Équateur. Là, la trace sismique relevée par un sismomètre à la station du Trait, à 10 km à l'est d'Aix-en-Provence. Le séisme, il s'est déclenché à 10h14 en temps universel coordonné. Sur ce sismogramme, on voit que les ondes P, elles arrivent vers 10h30. Elles ont donc mis environ 15 minutes. Et là, plutôt que de parler en kilomètres, il est préférable d'exprimer la distance focale en degrés, c'est-à-dire de donner la distance sous forme d'un écart angulaire entre le foyer et le sismomètre. Et cette distance focale, elle est ici d'environ 87 degrés. Le séisme s'est donc produit à un quart de tour du globe, et les premières ondes, elles ont mis un quart d'heure pour venir jusqu'à nous. Alors cette différence des vitesses des ondes P et des ondes S, c'est très intéressant car cela va nous permettre d'avoir une estimation de la distance entre le foyer du séisme et notre sismomètre. En effet, le temps d'arrivée des ondes S est donné par TS égale petit d divisé par Vs. Le temps d'arrivée des ondes P est donné par TP égale d divisé par Vp. Avec petit d qui est la distance focale, Vp qui est la vitesse des ondes P et Vs, vitesse des ondes S. La différence des temps d'arrivée est donc donnée par cette formule, et quand on remplace les vitesses par leur valeur dans la croûte supérieure, eh bien on arrive à une distance focale à peu près égale à 6 à 8 fois la différence des temps d'arrivée en secondes, avec cette formule qui nous donne une distance focale en kilomètres. Alors pour illustrer cela, je vais utiliser un cas d'école. C'est un séisme qui s'est produit le 11 novembre 2019, un peu avant midi, à l'ouest de Montélimar, plus précisément sur la commune du Teil. C'est un séisme qui a beaucoup surpris par sa magnitude de 5 et par la faible profondeur de son foyer à moins de 2 km de la surface. Ce séisme a fait pas mal de dégâts matériels dans le village et la faille qui a joué fait partie des failles Sevenol de direction sud-ouest-nord-est. Et ce sont des failles qui sont toujours actives. Mais ce qui a beaucoup interpellé, c'est la proximité avec la grande carrière qui peut faire penser qu'il s'agit peut-être d'un séisme induit par cette exploitation de carrière. Alors on va appliquer cette méthode de la différence des temps dérivés des ondes P et des ondes S sur le relevé sismique enregistré par ce sismomètre. Alors le travail est déjà fait à moitié pour nous, puisqu'un sismologue a repéré très précisément les points d'arrivée de ces ondes. C'est bien, car je précise, cela n'est toujours pas si évident que cela. Alors dans ce relevé sismique, PG et SG, c'est une notation qui nous indique que ces ondes n'ont traversé que la croûte supérieure sans être réfléchies par des discontinuités majeures comme le mot. La différence des temps d'arrivée est exactement de 6,31 secondes, et si j'applique la formule avec un coefficient de 8, j'arrive à 50,5 km, ce qui est très proche de la valeur officielle indiquée à gauche du relevé. Voilà, pour la petite histoire, pour revenir à ce séisme du Teil, les dernières analyses faites sur les relevés démontrent que le foyer du séisme se trouve en fait sous la carrière, ce qui renforce bien l'hypothèse d'un séisme induit par des activités humaines. Alors ce que nous venons d'expliquer, c'est la méthode SP, qui permet d'estimer la distance focale d'un séisme à partir d'un sismomètre. Cette méthode, elle se heurte à une difficulté, c'est celle de connaître les vitesses avec une bonne précision. Or celle-ci, elle varie, et elle dépend de la nature des roches, de leur état de fissuration et surtout de leur profondeur. Voici la variation de la vitesse des ondes P en fonction de la profondeur, c'est la courbe rouge.
Et les valeurs, elles se lisent tout en bas. Qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, de manière générale, la vitesse augmente avec la profondeur. Ainsi, à la base du manteau, au niveau de l'interface noyau externe et manteau inférieur, la vitesse est de 14 km par seconde. Sur ce même diagramme, nous avons aussi les variations de densité. Et l'on observe une bonne corrélation apparente entre la vitesse des ondes P et la densité. Nous verrons pourquoi plus loin. Entre le manteau inférieur et le noyau externe, ou entre le noyau externe et la graine, on observe aussi des variations brutales des vitesses, comme pour les densités d'ailleurs. Dans le noyau externe liquide, les ondes P, elles se propagent plus lentement que dans le manteau inférieur. Pour les ondes S, les ondes secondaires, même topo. La vitesse des ondes S varie avec la profondeur. Et elle augmente. Alors, chose très importante, il n'y a pas d'onde S dans le noyau externe liquide. Alors pourquoi? C'est parce que les ondes S ne se propagent pas dans les liquides. La raison en est simple, comme ce sont des ondes de cisaillement, et comme on ne peut pas cisailler un liquide, eh bien on ne peut pas avoir d'onde S dans un liquide. La conclusion de tout cela, pour les séismes lointains, la méthode SP est plus compliquée à utiliser. Et de plus, on le verra, le trajet des ondes ne peut plus être considéré comme une ligne bien droite. C'est plus complexe. Voilà par exemple ce que cela donne dans un diagramme du temps de trajet en fonction de la distance par rapport à l'épicentre du séisme, ce qu'on appelle la distance épicentrale, qui n'est pas très différente de la distance focale. Si les vitesses étaient constantes, on devrait avoir des droites. Là, on a des courbes qui s'infléchissent vers le bas. Ce qui veut dire que les temps de parcours sont raccourcis. Ce qui veut dire aussi que les ondes se propagent plus vite. Et plus le séisme est loin, plus ces ondes ont traversé des milieux profonds. Malgré les incertitudes sur les vitesses, on peut malgré tout faire des estimations de distance épicentrale. Revenons à notre exemple de séisme en Équateur. Revoilà le tracé sismique de notre station près d'Aix-en-Provence. Les premières ondes P, elles arrivent vers 10h30. Les premières ondes S, elles arrivent vers 10h40. Il y a donc un laps de temps de 10 minutes entre les ondes P et les ondes S. Je vais essayer d'estimer la distance épicentrale avec ce diagramme. Un carreau vertical vaut 1 minute. Il faut donc que je trouve la distance épicentrale en abscisse, telle que j'ai 10 carreaux entre la courbe des ondes P et la courbe des ondes S. Cela m'amène ici, quasiment à 10 000 km, ce qui est très proche de la valeur réelle, qui est de 9 589 km. Voilà, je vais arrêter ici pour cette deuxième petite vidéo. Pour la prochaine fois, on reviendra sur les lois physiques de propagation des ondes. À bientôt!